sur ce sujet absolument brûlant de la guerre des monnaies. Donc comme on est très pris par le temps, je présente en 2 mots nos intervenants dans l'ordre dans lequel ils vont s'exprimer. D'abord Donald Cohn, qui vient de la Brookings Institution, qui a été longtemps membre du board des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Ensuite, Joachim Levy, qui dirige Bradesco Asset Management, qui est un fonds brésilien de 120 milliards de dollars et qui a été secrétaire au Trésor lors du premier mandat du président Lula. Nous écouterons ensuite José Cordoba, qui a été Chief of Staff du président mexicain, qui est polytechnicien, professeur d'économie. Nous écouterons également Yan Lan, qui représente Lazard China, qui a aussi auparavant été avocate chez Gide. Et je vois aussi qu'elle est consul honoraire de la principauté de Monaco à Pékin, mais enfin, ce n'est pas pour cette raison que vous êtes là. Et puis Éric Lombard, qui dirige BNP Paribas Cardiff, c'est-à-dire toutes les activités d'assurance vie et dommages du groupe BNP Paribas. Mais sans attendre, je passe la parole à Jean Pisani-Ferry pour nous dresser un petit peu les enjeux de notre débat, et ensuite nous écouterons Mario Draghi. Merci Nicolas. L'expression « guerre des monnaies » aurait pu être inventée par Nicolas Barré, puisqu'elle est magnifiquement journalistique. Mais elle ne vient pas de lui, elle vient du ministre des Finances brésilien, Guido Mantega, qui a dit au mois d'octobre dernier qu'on était entré dans une période de guerre des monnaies. Et d'ailleurs, il l'a répété mardi dernier en disant que cette guerre des monnaies n'était absolument pas terminée et qu'elle mettait aux prises les États les uns avec les autres. Alors de quoi est-ce qu'on parle? On parle évidemment des différends sur l'échange, sur les politiques monétaires, sur les flux de capitaux et la réponse aux flux de capitaux entrants qui touchent beaucoup d'économies émergentes. Donc on parle de toute une série de sujets qui tournent autour de ces questions, de la réponse de politique monétaire et de la réaction des taux de change aux grands ajustements qui sont en train de se produire dans l'économie mondiale. Donc c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. L'expression évoque évidemment un précédent, celui des années 30, c'est-à-dire à partir du moment où la livre sterling a rompu son lien avec l'or, le fait que les unes après les autres, les différentes monnaies se sont dépréciées, chacun exportant d'une certaine manière son chômage par rapport à ses partenaires dans une situation de dépression mondiale. Et la question qui est posée dans cette affaire de guerre des monnaies, c'est est-ce que ce précédent a du sens ? Est-ce que nous vivons quelque chose qui ressemble à ça ou est-ce que le problème que nous vivons est complètement différent? Alors il y a plusieurs sous-débats et je terminerai en les évoquant très brièvement. Le premier, c'est le débat entre les États-Unis et les pays émergents. On connaît tous le débat entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis reprochant à la Chine sa politique de change fixe par rapport au dollar, et la Chine reprochant aux États-Unis la politique monétaire que suit la Réserve fédérale. Il y a aussi des débats entre les États-Unis et d'autres pays émergents, notamment beaucoup de pays émergents ont reproché aux États-Unis d'avoir mené une politique monétaire trop souple qui conduit à des sorties de capitaux qui les touchent. Donc ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, c'est un débat entre pays émergents qui ont réagi de manière assez différente. Certains ont recours à des contrôles de capitaux, d'autres le rejettent. Et du coup, il y a des mouvements de taux de change aussi différents entre économies émergentes. Certaines s'apprécient, certaines ne s'apprécient pas. Et donc, ce débat entre économies émergentes est aussi très important. Et nous avons plusieurs panélistes qui viennent d'économies émergentes qui pourront en parler. Et puis enfin, il y a une question, comme nous sommes en France, à Aix-en-Provence, et que je crois que Jean-Hervé Lorenzi ne nous pardonnerait pas de ne pas poser la question. Il y a la question de savoir quel est le rôle de l'Europe dans cette affaire et quelle est la position qu'on peut avoir par rapport à ces questions. Voilà, je crois, ce dont nous allons parler.
tout de suite, j'aimerais passer la parole au gouverneur Draghi, car on est assez impatient de savoir si le prochain président de la BCE considère que l'expression guerre des monnaies a un sens. You can speak in English, I think. Merci, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et je voudrais tout d'abord remercier Jean-Hervé Lorenzi pour avoir eu cet honneur. Comme vous voyez, mon français est trop rouillé pour être utilisé pour une conversation, donc je tourne à l'anglais. I was asked to talk about currency wars. Currency wars is a scary word. It evokes the 30s. It evokes competitive devaluations. It evokes disasters and poverty. Are we having a phenomenon like that? Are we seeing anything like that? Currency wars calls for intervention. So let's see a few things about interventions. Between 81 and 97, the US Fed intervened 453 times on the foreign exchange market. But by mid-90s, three things happened. The first was a very large body of research showing that a monetary policy which tries to address the exchange rate enters into easy conflict with the objective of price stability. The second thing that happened was, in a sense, a more institutional development, namely the creation of the euro currency area, and therefore many countries that belong to the euro, after the currency area has been instituted, became less sensitive to fluctuations in exchange rates. But the third thing had to do really with globalization. And it's clear that even Japan had become less sensitive to fluctuations because of the dislocation of its productive process. And the globalization actually basically involved all the other countries. Now, this is for advanced countries. The result of this was that the three currencies, the dollar, the euro, and to a lesser extent the yen, have been fluctuating on the markets in a fairly free-floating way. There have been only two interventions, as you remember, about the euro, but that was all in the subsequent in the last 12 years. Not so in the emerging markets. In the emerging markets, there were various objectives that were being pursued through the exchange rate. The first was export-led growth. The second one was, in a sense, a byproduct of the Asian crisis, namely the objective of piling up huge precautionary foreign currency reserves. And so these sort of managed exchange rates or pegged exchange rates to the dollar level were one of the causes, but not the only one, of course, one of the causes of the creation of very large imbalances. Then we come into the crisis. How do we see the crisis? How do we look at the crisis from this perspective? All in all, I think the experience was quite positive. There was an internationally coordinated response to the crisis. And if we compare this crisis with the 30s, there was very, very little protectionism. It is true that 16 out of 20 countries of the G20 had introduced protectionist measures. But all in all, the scope of these measures was rather narrow. And it was rather narrow for simple reasons, really. First of all, they could be circumvented quite easily in most of the occasions, in most of the instances. That, thanks again to globalization. And the second is that the WTO process has acquired, in the meantime, a very strong credibility. So all in all, there have been Buy America measures and all of this, but it wasn't such as would make us change, in a sense, the judgment over the crisis. Now, in a sense, it's more difficult to manage the current situation. In the current situation, we have fundamentally uneven recovery. With the notable exception of Germany, most of the advanced countries' recovery is proceeding very, very slowly. We have very large budget deficits and high stocks of debt, and the fiscal and monetary stimulus are
progressively running out of steam in the sense that there is less and less room to use fiscal and monetary stimulus. So the sense is that why don't we use the exchange rate to prop up the economy? Now this is one objective, one development that we have to keep our attention on. In emerging market, on the other hand, we have the opposite situation. We have overheating, overheating, and then in turn, higher interest rates, very high capital inflows in Brazil, in Mexico, and other countries, and therefore the introduction of capital controls in some of the countries as a prudential measure. The result of this is that macro imbalances, which were one of the causes of the crisis, are now growing again. What do we want to do in the future? What's the road that we want to pursue? I think it can be summarized saying that first and foremost, we have to reduce deficit and debt. That's the key thing. But, let me add immediately, not through inflation. Inflation, which in the minds of many seems to be a convenient, not too much inflation, just a bit of inflation, as if one could actually control the amount of inflation that would be useful in reducing the real value of the stock of debt. Inflation would actually be one of the sources that could lead to protectionism. So I think that's the first course of action. The second point is rebalancing the world demand. Here, I think this is certainly a desirable objective and a desirable policy target. More savings in the United States, more domestic demand in China, the introduction of social policies in China with health care, insurance, and so on and so forth. These are things that you all know. I think all this is very desirable. But how realistic is this going to happen in the next, say, few months or even few years? After all, we've been living all our lives in the presence of very large external imbalances. So even though we think everything should be done to rebalance the world demand, one should be realistic and say that these equilibria are going to stay for a while. And therefore, they need to be financed. In order to be financed in an orderly way, we have to have resilient capital markets. And that's the third thing we have to do, namely carry out with conviction our financial regulatory reform. Make sure that the financial services industry is not again a cause of disaster and actually could be an actor in the financing of these disequilibria through time. The fourth thing is that really continue strengthening the WTO, and an early conclusion of the Doha round is essential to prevent any protectionism in the future. So now I come to the ultimate conclusion of this. Currency wars. I'm not sure I would use this word because it's so evocative, as I said at the beginning, of disasters. But I would certainly, I would not reject the reality. The reality is a reality of spillovers, of unwanted tensions, of monetary policies that are being pursued with domestic objectives, and that's right, but at the same time, they have undeniable spillovers over other countries' economies. How do we deal with this? I think the G20 growth framework was a very promising concept, policy concept, that was basically put forward by all the leaders at the peak of the crisis in the Pittsburgh summit, in the London summit, and it will be re-enhanced in the Paris summit this year. It's very important that we go back to a genuine international cooperation effort. After all, we've been collectively very able to be together and cope together with the crisis. I don't see why we shouldn't be able to cope with the aftermath, the legacy of the crisis. Thank you. Thank you. Merci.
Donald Cole. What's your take on the issue, and would you say that the U.S. in some way is actually involved in a currency war? Thank you, Chairman, for this opportunity. I think it is on. No, I wouldn't say the U.S. is involved in a currency war. I think the term, I agree with quite a bit of what Mario Draghi just said. I think the term currency war for the exchange rate effects of different monetary and other economic policies in various countries is a seriously misleading label for what's going on right now. To be sure, there are certainly pressures on currencies, different pressures across countries. For the most part, however, those pressures are legitimate and stabilizing consequences of disparate economic circumstances and appropriate policies to deal with those circumstances. As a generality, many emerging market economies are operating at or beyond their productive potential and are facing much more serious inflation pressures than are many advanced economies, which are facing persistent output gaps. Some of those emerging market economies, nonetheless, have very low real interest rates, and they've tightened monetary policy less than is called for by their inflation outlooks because they see themselves as constrained by a desire to keep exchange rates from rising to damp down export-led growth. And I think this restraint on the upward movements of exchange rates, which they are doing in part through intervention, as Mario noted, intervention would be a characteristic, perhaps, of a currency war. But the intervention is all one-sided, right? It's not on the part of the advanced economies. It's on the part of the emerging market economies. And that restraint on exchange rates is contributing to inflation in emerging market economies and sluggish recoveries in advanced economies. Emerging market economies cannot expect the advanced U.S. or other advanced economies to run suboptimal monetary policies, tighter policies with higher unemployment rates and lower prospective inflation rates than would be appropriate from the advanced economy's perspective. That is, you can't expect the United States to run a tighter or a suboptimal policy to substitute for the anti-inflation monetary policies that the emerging market economies should be running themselves. Exchange rate effects and constraints are also impeding the longer-term rebalancing of the global economy away from the uphill flow of capital to some advanced economies and the associated unbalanced and debt-dependent spending patterns. As the U.S. returns to full employment, it must do so with less consumer spending, less residential investment, and less government consumption than it had when it was last at full employment. And that will require more business capital spending and more net exports, a much smaller current account deficit than it had before. Government fiscal policy certainly needs to be changed to foster this rebalancing, but changes in relative prices are also part of the rebalancing mechanism. With flexible exchange rates, each country should be able to pursue its own self-interest in macroeconomic policies. Cooperation needs to be, and spillover effects need to be taken into account and discussed, but it's very, very difficult to get to the cooperative solution that's sustainable over time. What's called for in many advanced economies right now is a combination of tighter fiscal policy, easy monetary policy, to put these economies and their government budgets on a more balanced and sustainable path to full employment. Some emerging market economies probably need to pursue somewhat easier fiscal policies to stimulate domestic demand while controlling the overall level of demand and inflation through tighter monetary policies. Pursuing such a combination of policies in both sets of countries, including accommodative monetary policy in the U.S. and other advanced economies, may result in declines in advanced economy exchange rates and increases in emerging market exchange rates, but that combination is not a currency war. It's good policy.
And the emerging market economies don't need to import the easy monetary policy from the advanced economies if they don't want to. To be sure, exchange rates sometimes fluctuate excessively. Capital flows can put pressure on asset prices and financial markets, but the response to this should be forceful micro and macro prudential policies to build resilience into the financial system under such circumstances. That's a lesson that unfortunately the United States did not heed when it had capital inflows. I am concerned about capital controls, which I fear would tend to become entrenched even when they are intended to be temporary and impede the allocation of capital over time. Capital flows and fluctuating exchange rates do present challenges, but history has shown that other systems embodying significant limits on exchange rate flexibility and capital mobility generally produce worse outcomes over time, and insufficiently flexible exchange rates exacerbate the capital flow. Adjustments will require changes in relative prices, as I noted, and it is far better that such changes happen through exchange rate movements than through differential inflation rates that will be inherently unstable and impede long-term growth. Impeding monetary policies that result in such adjustments that promote growth and price stability is not a currency war. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Joachim Lévy, comme Jean l'a rappelé, c'est un de vos compatriotes qui a popularisé l'expression. Comment est-ce qu'on voit les choses du point de vue brésilien? Merci. Je suis heureux de voir que les gens reconnaissent, c'est bien sûr la source de cette discussion, c'est le désir des États-Unis de changer leur balance commerciale et le compte courant qu'ils ont. La réalité qui s'impose, c'est que les États-Unis n'est plus, disons, le consommateur final du monde. Et alors, à cause de ça et des mesures qu'ils ont prises, ont été prises, il y a des effets sur les autres économies. Et je crois que même le trader américain était très clair plusieurs fois sur ce désir de rééquilibrer l'épargne aux États-Unis. Bon, le problème, c'est que les choses, même aux États-Unis, ne se passent pas si vite. Ça prend du temps, comme a dit notre futur gouverneur. Et d'autres pays aussi, quand on voit ce changement, ils ont peur. Et alors, ça prend du temps pour eux aussi pour changer leur politique. Et il faut comprendre, et on essaye bien de comprendre au Brésil, que certains veulent faire cette transition de sœurs et parfois utiliseront leur levier, même en termes de contrôle de capital, qui n'est pas le cas du Brésil. Mais je crois que c'est important que ce que pouvait être une erreur, c'est de croire que des pays comme le Brésil et l'Amérique latine et d'autres émergents seront capables de vraiment prendre le relais de la diminution de la demande aux États-Unis. Alors, avoir cette idée que c'est un Eldorado, qu'on peut tourner les exportations pour ces pays, c'est pas tenable. On est bien sûr très obligé qu'il y ait des gens qui pensent ainsi. Et je dis cela parce que la conséquence, bien sûr, c'est le fait que si dans un pays comme le Brésil, qui a un système financier et un compte de capital assez ouvert, ces pressions monétaires, aussi bien des réponses d'autres pays sur le taux de change, ont un effet sur le commerce extérieur qui n'est pas négligeable. Il faut dire que le Brésil, il a fait son devoir. Il prend tout le menu orthodoxe en termes de politique. La politique fiscale est assez rigoureuse. On voit nos superávits primaires qui montent depuis deux semestres. On voit la politique monétaire qui est de plus en plus serrée. On a, comme tous le savent, un taux d'intérêt réel, positif, assez fort. C'est normal.
on comprend aussi qu'une partie d'augmentation des prix, par exemple des commodities, c'est bien cet essor de la demande en Asie, et nous, comme producteurs de commodities, ça a un effet sur les prix, comme dans tout le monde, mais aussi sur l'activité. Et bien sûr, une économie qui a créé plus de 2,5 millions de postes de travail l'année dernière, devra créer à peu près 2 millions de postes de travail cette année. La politique monétaire doit essayer au moins d'adoucir cette croissance pour qu'on ne soit pas dans une vitesse très très différente du reste du monde. Et surtout au Brésil, on croit que on ne devrait pas accepter une appréciation réelle par l'inflation. Le Brésil, bien sûr, a un passé d'inflation et aujourd'hui, la lisibilité, the transparency, c'est une valeur très importante au Brésil. Et alors, si on veut que les choses soient claires, et dans toute politique, il y a des gagnants et des perdants, et alors la politique des taux de change doit être très claire et pas à travers de l'inflation. Bon, alors on comprend tous ces effets réels de demande et tout ça. Mais s'il y a une réalité que le capital, on peut le dire, est spéculatif sans dire du mal, c'est une réalité. D'ailleurs, je crois, je me permets de croire qu'une des raisons de l'augmentation des taux d'intérêt en Europe, c'est, disons, l'idée qu'une partie de la croissance des prix des matières premières, c'est un effet monétaire, ce n'est pas un effet seulement de demande. Mais enfin, alors, la position de la Banque centrale au Brésil et du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas laisser que les dettes augmentent énormément, que tous les capitaux qui sont, disons, oisifs dans les pays développés vont au Brésil. C'est une question de taille de l'économie, et si peut-être c'est une protection qui est faite par des mécanismes de prix. On n'a pas défendu, on n'a pas fermé les flux de capitaux, on a mis des taxes qui essayent seulement de rendre les prix plus raisonnables dans une situation qui est très spéciale. Merci. Merci. Alors, José Cordoba, vous, les contrôles de capitaux, vous avez essayé au Mexique et la conclusion, c'est que ça ne marche pas. Oui, merci. Je voudrais faire une remarque et une réflexion. Ma remarque, c'est que le Mexique ne participe pas à aucune guerre des monnaies. Dans ce domaine, nous sommes plus proches du Canada que des BRICS. Le Mexique et le Canada se sont toujours posé la même question. Comment éviter que des chocs externes, les taux de la Fed ou les prix des matières premières ne soient amplifiés par l'intégration financière avec les géants américains? Traditionnellement, le Mexique a administré son marché d'échange. Tout le monde croyait que la flexibilité serait déstabilisatrice. Le résultat n'a pas été positif. Le Mexique a eu le triste privilège d'être la première victime des retournements de la conjoncture américaine. Les Canadiens, de leur côté, se sont rendus compte très tôt que la réponse est binaire. Ou union monétaire avec les États-Unis, ou liberté totale d'échange. Dès les années 60, le Canada a analysé l'option de l'union monétaire et l'a écartée. C'est le contexte du fameux article de Mundell sur les zones monétaires optimales. Son choix a été celui de la flexibilité. C'est ainsi que, quand tout le monde avait des taux fixes, le Canada avait déjà des taux flottants. L'entrée du Mexique dans l'ALENA en 1994 et la crise financière de 1995 nous ont fait changer de paradigme. Depuis 15 ans, en vérité, nous sommes devenus Canadiens. Aujourd'hui, le Mexique a un déficit extérieur de 1% et une dette publique de 35% du produit, une politique monétaire autonome, un taux d'inflation objectif de 3%, aucun contrôle sur les capitaux, une régulation bancaire stricte et en particulier un taux de change flottant. La surprise, c'est que le marché des changes s'est avéré extraordinairement stable. Il y a 15 ans, personne n'aurait imaginé ce scénario. Le marché spot s'est considérablement approfondi et atteint aujourd'hui un volume de 8 milliards de dollars par jour.
Après la faillite de Lehman Brothers, le peso s'est envolé 30%, mais les anticipations d'inflation sont demeurées ancrées. Il n'y a pas eu d'impact sur l'inflation et depuis, le peso s'est réévalué. La Banque centrale mexicaine intervient sur le marché des changes à travers un mécanisme transparent, des enchères d'options de vente ou d'achat de dollars. Ainsi, face à l'aisance monétaire de la Fed, la Banque centrale mexicaine a acheté 7 milliards de dollars en un an, peu par rapport à des réserves totales de 125 milliards de dollars. Pourquoi? Deux raisons. D'abord, un différentiel réduit entre les taux d'intérêt mexicains et américains limite l'entrée des capitaux. Ensuite, un marché d'échange profond permet d'absorber facilement des influx. En conclusion, la surliquidité américaine n'a pas eu des effets négatifs significatifs au Mexique. La leçon, être canadien, ça fonctionne, tout au moins en matière de change. Une réflexion finale. Si guerre de monnaie il y a, c'est en tout cas une drôle de guerre. Un côté, la Chine est armée, et l'autre côté est dépourvu de munitions. La guerre des monnaies est en fait le reflet d'une mauvaise distribution de l'épargne mondiale, excessive en Chine et insuffisante aux États-Unis. Le déséquilibre se maintient. Pour le corriger, la consommation chinoise doit augmenter et le déficit public américain se réduire. Ce processus doit s'accompagner d'une réévaluation du yuan par rapport au dollar de l'ordre de 25%. Le gouvernement chinois s'oppose à une telle réévaluation pour des raisons strictement politiques. Il veut contenir les salaires pour tirer vers les villes 300 millions de paysans de plus. Cela demande 20 ans. Il craint aussi l'émergence trop rapide d'une classe moyenne trop vigoureuse. Mais seule la Chine peut manipuler son taux de change, car son compte de capital est fermé et sa monnaie est inconvertible. Les autres pays émergents n'ont pas d'instrument efficace pour combattre une réévaluation. Une intervention non stérilisée provoque de l'inflation. Une intervention stérilisée s'auto-annule car elle maintient le différentiel des taux d'intérêt et le carry négatif peut avoir un coût fiscal considérable. Et enfin, n'en déplaise aux nouveaux prêtres du FMI, les contrôles de capitaux ne fonctionnent pas. Nous le savons au Mexique, ils ne créent que des distorsions ou de la corruption. En s'opposant à la guerre des monnaies, en s'opposant à réévaluer les monnaies, et je conclus, les ingénieurs du Politburo chinois qui gouvernent ont sans doute oublié la règle d'or d'un capitalisme d'État efficace, c'est-à-dire adopter soi-même les prix relatifs qu'auraient déterminés les marchés. C'est pourquoi le yen subit une réévaluation réelle, mais par le plus mauvais des mécanismes, une inflation chinoise supérieure à l'inflation américaine. C'est la revanche des marchés sur le Politburo. Pour la Chine, l'inflation est une catastrophe sociale. Il sera difficile de la réduire sans casser la croissance. Il y a bien sûr une autre solution, plus adaptée au contrôle d'une inflation cost-push, accélérer la réévaluation nominale du yuan en l'accompagnant d'un transfert de revenus de l'État vers les ménages. Le plus vite sera le mieux, et pour la Chine et pour le reste du monde. Merci. La transition est toute trouvée. Yann Lan, la parole est à la Défense. C'était mon métier d'avocat. Oui, donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler la guerre des monnaies sans parler de la Chine. Et merci à mon voisin de soulever toutes ces questions. Ce que je voulais dire en 5 minutes, c'est qu'est-ce que les autorités chinoises ont fait jusqu'à aujourd'hui et quelles sont leurs approches? Est-ce qu'il y a la manipulation intentionnelle? Et donc, tout d'abord, comme vous le savez peut-être, les autorités chinoises ont commencé les réformes sur le système
de mécanisme de fixation de taux de change depuis juillet 2005. Et à ce moment-là, ils ont commencé à appliquer l'ajustement sur le mécanisme de taux de change selon l'offre et demande du marché indexée sur un panier de monnaies. Ce sont des monnaies des pays qui sont les principaux partenaires de commerce extérieur de la Chine. Et depuis lors, jusqu'à après la crise financière, donc en juin 2010, l'année dernière, les autorités chinoises ont intensifié cette réforme tout en insistant sur la flexibilité de taux de change de yuan, toujours selon l'offre et demande du marché indexé à ce panier des monnaies. Et le résultat est que depuis juin 2005 jusqu'au fin de l'année 2010, la valeur de yuan a été réévaluée par rapport à dollar 25% et par rapport à l'euro 14%. Et quelle est l'approche ou la méthode utilisée par les autorités chinoises? En effet, il se résumait en 3 principes. Tout d'abord, cette réforme a été menée par leur propre initiative. Et deuxièmement, sous contrôle et graduellement. Ces 3 principes ont des raisons très profondes. Tout d'abord, sur leur propre initiative. Pourquoi les autorités chinoises ont insisté beaucoup sur cet aspect? Parce que c'est une question non seulement d'une ampleur économique très importante pour le pays, mais aussi une question primordiale, une question en premier lieu politique interne. Et donc, on peut constater que dans l'histoire, lorsqu'il y a plus de pression de l'extérieur, des pays extérieurs, moins est facile d'arriver à un consensus au niveau des décideurs politiques. Et c'est la raison pour laquelle même State Treasury Secretary américain avait dit que la Chine, c'est un pays souverain et personne ne peut obliger qu'il change son taux de change. Et le gouverneur de Chine, M. Zhou Xiaochuan, avait dit à plusieurs reprises que les pressions extérieures des pays extérieurs ne pourraient pas, enfin, on n'a jamais pris en considération, enfin, comme un élément très important dans notre appréciation de yuan. Donc, d'où vient la raison politique. Et deuxièmement, c'est sous contrôle. Donc, ces réformes, cette appréciation de yuan devait être sous contrôle parce que la Chine a une telle ampleur et la réévaluation yuan pourrait porter des conséquences énormes sur le plan social et sur le plan instabilité politique. Et comme vous le savez peut-être, fin de l'année 2008, pendant cette crise financière économique commencée, et donc il y a eu à peu près, selon un chiffre non officiel, 10 millions de chômeurs qui sont des paysans ouvriers qui ont travaillé principalement dans des secteurs, dans des sociétés pour exportatrices. Donc, et sous contrôle est une manière très importante pour les autorités chinoises de pouvoir continuer ces réformes. Et enfin, bien sûr, tout le monde a qualifié, leur approche est gradualisme, donc graduellement, progressivement de le faire. Je pensais que c'est intéressant de citer un exemple que le gouverneur Zhou Xiaochuan avait donné l'année dernière. Il a dit que donc c'est comme on traite un malade, et il y a la médecine occidentale qui fait appel à électrochoc et qui pourrait guérir très vite, mais avec des conséquences négatives qui peuvent durer. Mais il y a la médecine chinoise et avec laquelle on le traite, on fait le soin, on ajuste périodiquement, régulièrement. Peut-être c'est un peu lent, mais on arrive au même résultat. Voilà ce que je voulais vous expliquer, et puis sur l'approche chinoise.
Alors, Éric Lombard avec vous, on va revenir en Europe et je crois que vous avez quelques messages, disons, un petit peu critiques à adresser à la BCE. Alors allez-y, profitez-en. Non, critique, j'en ai pas les moyens. Non, je trouve que cette table ronde était très intéressante jusqu'à maintenant. On a un certain nombre de grands pays qui se sont exprimés au travers de leurs représentants, et ces grands pays venant de diverses zones, avec des pays de taille moyenne comme les États-Unis, la Chine, le Brésil, le Mexique, ont tous un discours sur le change. Tous. Pour dire que ça marche ou que ça ne marche pas, mais bon, l'Europe n'a pas de discours sur le change. Donc moi, je ne sais pas s'il y a une guerre d'échange ou s'il n'y a pas de guerre d'échange. Mais pour reprendre l'expression de M. Cordoba, qui disait que certains étaient armés et certains n'avaient pas de munitions, en Europe, on n'a ni armes ni munitions. Donc on regarde passer les choses. Et moi, je voudrais juste poser la question de savoir si la zone euro est condamnée à servir de variable d'ajustement, qui est une guerre d'échange ou qui est simplement des discours sur le change des uns et des autres. Pourquoi est-ce que le sujet est important ? Et là, je vais prendre quelques instants, quelques secondes, le point de vue d'un opérationnel, puisque l'entreprise que j'anime a des opérations dans une quarantaine de pays. Eh bien, malgré la sophistication croissante des produits financiers, et ils s'en inventent régulièrement des nouveaux, les CDS, bon, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez. Il n'y a pas d'instruments financiers qui permettent à un opérateur industriel de se protéger dans la durée contre des mouvements de change. Ça n'existe pas. Il y a des mouvements, je ne vais pas détailler, il y a des outils très simples d'ailleurs et très anciens qui permettent de protéger les stocks, qui permettent de protéger les investissements dans d'autres devises, mais vous ne pouvez pas protéger des opérations, c'est-à-dire vous ne pouvez pas protéger une usine qui produit dans une zone monétaire donnée, elle est exposée au risque de change de cette zone monétaire. Voilà, il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Donc, la conséquence de cela, elle est très simple, elle est très évidente. S'il y a, par hypothèse, des distorsions de change, cela entraîne des distorsions importantes dans l'économie réelle, et ça entraîne des imperfections et des difficultés pour les zones qui, par hypothèse, seraient victimes de ces distorsions. Donc c'est un sujet sérieux, et c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter par les opérationnels, par les entreprises, par les acteurs, c'est un sujet qui doit être traité au niveau politique, comme d'ailleurs ça a été démontré par les intervenants précédents. Donc très simplement et très brièvement, il me semble que nous avons en Europe une banque centrale brillante et dont je suis très honoré d'être à la même table ronde que son futur président, mais qui a une vision limitée par rapport aux autres banques centrales de son mandat, parce que le mandat de la Banque centrale européenne, si j'ai bien compris, est un mandat de stabilité des prix, donc c'est un mandat sur la valeur interne de la monnaie, et il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de vision sur la position externe de l'euro. C'est un sujet, alors peut-être que ce n'est pas important, peut-être qu'on ne peut rien faire, peut-être qu'il n'y a pas d'outils, et ça je suis prêt à entendre tout ça, mais voilà, moi j'ai entendu des discours et nous n'avons pas de discours. Donc il me semble que la réponse à cela, et d'ailleurs c'est la réponse à beaucoup d'autres difficultés dont souffre l'Europe, donc là c'est assez simple, eh bien c'est d'essayer d'avancer dans ce qui est attendu par beaucoup d'opérateurs depuis très longtemps, vers l'instauration d'un gouvernement économique de la zone euro qui donne mandat à la Banque centrale européenne de travailler sur le change externe, comme le disait comme le disait Friedman, paraphrasant Clemenceau, la monnaie est une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée à des banquiers centraux. Je pense que la politique de change est une option politique qui doit être confiée à un gouvernement de la zone euro qu'il faut instituer d'urgence. Je dirais même en conclusion que l'urgence est d'autant plus grande que sur un sujet qui n'est pas le sujet de la table ronde et qui nous entraînerait trop loin, mais qui est le sujet de la dette européenne, et notamment en ce moment de la dette grecque, le sujet devient extrêmement inquiétant. Et donc, voilà, il y a urgence sur la devise, il y a urgence sur la dette. Voilà, message plutôt aux politiques qu'aux banquiers centraux. Merci de votre attention. Merci. Merci. Alors... Mario Draghi, peut-être souhaitez-vous répondre sur votre vision limitée? Actually, I was thinking that it's a bit too early to ask me these questions.
after November 1st, but I'll try. I'll give you a very simple answer in a sense, probably the very same one I would give you after November 1st. Technically, we are now pretty sure that you can't have a monetary policy that addresses both objectives, exchange rate and price stability. We know this from a very large, as I said at the beginning, a very large body of research throughout the 90s. Second, the ECB doesn't have in its mandate anything about exchange rates. And in this, it's like other central banks. It's not alone. I don't think the US Fed has anything about exchange rates either. And I would bet other central banks, but I don't venture into this. The difference between other banks, especially the US Fed and the ECB, is that the Fed has explicitly as objectives beyond price stability also full employment and growth. And the ECB doesn't, but it's not at all to be said that the ECB doesn't care about employment and growth. It will support employment and growth through price stability. And let me say just one thing. There has never been a time like the one we are living through now in Europe when this is so important. When we look today at what is hampering growth in Europe, there are many reasons. But one reason is certainly the huge sovereign risk spreads that are now over our debt. And when you look at the real cost of credit that companies pay, it's not the short-term policy rate of the European Central Bank, but it's the interest rate on government bonds, because that represents the alternative investment. So when you look at that, you ask yourself, why it's so high? And the answer is risk premium. And there are several components to risk premium. One, of course, and the most important, is debt. Public debt, deficit, budget situations and conditions in different countries. But the other risk premium component is the price stability. It's very important that price stability is not being questioned at this point in time, because otherwise we would see even higher risk premium. So I think that overall, the ECB is not very different from other banks around the world. The mandate is more clearly specified. You have one objective, you have one instrument: monetary policy, price stability. Thank you. As I said, I hope I'm going to give the same answer after November 1st. Thank you. Alors, si c'était possible d'ouvrir la discussion à la salle, si vous voulez poser des questions, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai lu qu'aux États-Unis, le taux de dette sur PIB après la guerre était monté largement au-delà de 100%, et que de 45 à 1970 et quelques, la réduction de la dette sur PIB s'est faite justement parce qu'il y a eu de l'inflation et parce qu'il y a eu de la croissance. Alors la croissance, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que l'inflation n'aiderait tout de même pas? Qui veut dire un mot là-dessus? Yes, sir. Go ahead. No. No, I don't think inflation is the answer on this, and that's not what happened between 1945 and 1970. In fact, once the Federal Reserve was freed from supporting the government securities market in 1951, inflation through the 50s into the first half of the 1960s was extremely low. We were at price stability. And that is a time in which we had a flourishing economy, restraint on federal spending relative to what it had certainly been during the war, and the debt-to-income ratio came down. I think trying to resort to inflation to address the debt-to-income ratio in the US or any other currency area or country would be a serious mistake. I don't think it would work. It would contribute to economic instability. It would be a very short-sighted policy. D'autres questions ou commentaires?
Voilà, j'aurais une question assez simple. Pourquoi l'idée d'une monnaie planétaire qui avait été, on en a parlé tout à l'heure, évoquée sous le nom de Banque Or par John Maynard Keynes il y a maintenant 70 ans? Comment se fait-il qu'au fond ce concept et cet outil ne soit pas envisagé au moins à perspective? Alors, Yann Lan, vous avez une idée vous qui représentez la puissance planétaire du moment? Je veux bien dire un mot là-dessus. Ce genre de système repose sur des contraintes considérables sur les politiques nationales. Et le contexte dans lequel nous sommes n'est pas du tout un contexte dans lequel les États acceptent des contraintes considérables sur les politiques monétaires nationales. Et ça a été bien dit à cette table. Yann Lan a dit la Chine considère que c'est un sujet de souveraineté. Dan Cohn a dit il n'est pas question que nous demandions à des pays de mener des politiques qui sont suboptimales de leur propre point de vue. Donc je crois que c'est ça la réalité. C'est une réalité dans laquelle les politiques sont profondément ancrés dans des objectifs nationaux et les sujets de coordination internationale sont des sujets à la marge. C'est exactement le modèle opposé du modèle du Bancor. Monsieur. Là. Ricardo Hausmann. J'aimerais poser un peu la question opposée. Pepe Córdoba et Joachim ont assisté à les crises en Amérique latine et on sait bien comment ça se passe par là. Et maintenant, on voit les crises en Europe. Et il y a par exemple la Grèce qui a un taux de change fixe vis-à-vis de l'Allemagne et un déficit externe immense. Au-delà du déficit fiscal, il a un déficit externe immense qui est en train de se fermer à cause de la baisse de la demande interne. Mais il n'y a rien qui démarre les exportations en Grèce. Alors, pour vous imaginez pas l'élimination des monnaies mondiales, mais la réintroduction du drachma. Non, je pense que là, on est sur un sujet de flux et de stock. Le sujet qui rend le dossier compliqué, c'est que la Grèce a une dette en euros, que les banques grecques ont une dette en euros, et que donc, si la Grèce devait vouloir réintroduire la drachme, ça ne changerait pas la dénomination de cette dette. Et même si la drachme, en l'occurrence, devait baisser, ça rendrait le poids encore plus important. Donc, il y a une impossibilité technique, me semble-t-il, tant que les comptes ne permettent pas de faire quelque chose qui permette à la Grèce de rembourser encore une fois une dette et aux banques grecques qui est libellée en euros. C'est ça le sujet. Une autre question avant la conclusion de Jean. Bon, vas-y. Jean, conclusion. Peut-être 2-3 mots en conclusion. Bon, on a traité ce sujet, on le traite dans un contexte qui est un contexte particulier, qui est un contexte d'énorme asymétrie entre les pays émergents et les pays avancés, ça a été souligné, et d'asymétrie importante aussi entre pays avancés, entre eux, entre l'Europe et les États-Unis, et entre pays émergents entre eux. Et donc la question, je crois, c'est d'abord la question de savoir comment les monnaies, comment les changes répondent à cette situation d'asymétrie. Et je crois que c'est très vrai de dire qu'il doit y avoir des évolutions différentes. On n'est pas du tout dans une situation dans laquelle tout écart serait le signal qu'un pays s'écarte de la discipline ou de l'évolution commune pour tenter d'exporter son chômage. C'est aussi le reflet de situations qui sont des situations très différentes.
Bon, c'est vrai de dire qu'aujourd'hui, la situation des États-Unis est particulière par rapport à la situation de beaucoup d'autres pays sur le plan de la demande comme sur le plan de l'offre. Donc, ça, il me semble que c'est la toile de fond. Et la difficulté que j'ai moi avec la position chinoise sur ce sujet, c'est que je crois que la Chine défend une position qui était une position qui n'était pas très différente avant la crise, qui n'était pas très différente avant cette énorme asymétrie qui s'est creusée, et qu'elle ne reconnaît pas complètement que cette situation nouvelle appelle des changements importants. C'est vrai qu'il y a eu ce choc considérable, ce développement du chômage en Chine, mais c'est vrai aussi que cette situation est largement derrière nous. Et qu'aujourd'hui, on a une situation beaucoup plus asymétrique. Et je crois que le fait que la Chine ait une position rigide sur ce point crée un problème d'action collective pour l'ensemble des pays émergents. Mais ce problème d'action collective pour l'ensemble des pays émergents, il fait que la solution dans laquelle simplement les monnaies réagiraient de manière assez spontanée à cette asymétrie de situation ne se crée pas, ne se développe pas complètement, et qu'il y a des manières très différentes de réagir, certains acceptant complètement, c'est le cas du Mexique, les évolutions de change, d'autres, comme le Brésil, ne les acceptant pas et disant bon, on ne va pas accepter de s'apprécier par rapport à nos propres concurrents, même si on peut accepter de s'apprécier par rapport aux pays avancés. Je crois que c'est ça toute la difficulté de la situation dans laquelle on est et qui crée des problèmes de coordination internationale qui sont particulièrement délicats et beaucoup plus difficiles à gérer que ce qu'on a géré au moment de la dépression, dans laquelle, finalement, tous les pays étaient à peu près dans la même situation et la réponse devait être très symétrique. Aujourd'hui, les réponses sont asymétriques, les réponses souhaitables sont asymétriques et c'est ça la difficulté. Merci Jean, merci à tous. À bientôt.